je m'appelle Dardari Duret, je suis diabétologue endocrinologue, responsable de l'unité de pied diabétique au CHSF, où je pratique depuis plus de 15 ans. Et puis, je suis membre du laboratoire de biologie de l'exercice et de la performance de la santé. Je souhaiterais vous parler aujourd'hui sur un sujet qui est extrêmement intéressant, qui pourra éventuellement créer après cette rencontre des moyens de collaboration avec les gens présents, qui est l'impact de la correction rapide de l'hyperglycémie sur une complication qui tient de sa pathologie sur un bouleversement de facteurs de modelage osseux, qui est la noire-arthropathie de Charcot. Donc, cette noire-arthropathie de Charcot, c'est une complication neurologique liée à un diabète, plutôt un diabète ancien. Sa physiopathologie, il n'est pas du tout très connu, mais il a un impact très sérieux sur l'articulation. Sa présence induit une déformation très importante de l'articulation. Alors, ça peut toucher presque toutes les articulations de corps, mais avec une prévalence plus importante au niveau de pied. Et une fois cette articulation touchée, on augmente de 30% le risque de subir une amputation quand cette maladie est présente. On ne sait pas sa physiopathologie. Pourtant, elle est décrite par M. Charcot, qui est un très grand médecin de la Pitié-Salpêtrière depuis le 19e siècle, mais depuis, on ne sait pas trop sa présence, mais on sait que tout simplement, il y a un grand impact de facteurs de remodelage osseux, qui est l'activateur de récepteur nucléaire de facteur B, donc appelé le rancule, et son antagoniste qui est le ostéoprogestérine. L'impact de l'rancule, l'ostéoprogestérine, a été décrit uniquement en 2018, donc presque un siècle après la découverte de cette maladie. Globalement, ça donne cet aspect de l'os. Ça, c'est un dessin qui a été pratiqué par le docteur Charcot sur un patient où il a pu retirer tout simplement les parties molles, et puis on découvre une structure osseuse complètement déformée, avec une présence d'une perte de substance de l'os. Le tout se passe sans aucune notion de traumatisme sérieux. Donc, vous imaginez qu'ici, surtout à la base des métatarses, il y a eu pas mal de structures osseuses qu'on les trouve tout simplement disparaître avec cette maladie, soit par nécrose, soit par multiples fractures qui transforment l'os en multiples fragments, et bien sûr avec un impact important sur le format de pied. Et ça, ici, vous avez à l'écran un format typique d'un pied de Charcot avec une atteinte de l'articulation médioplantaire, avec, vous voyez, une déformation majeure de la voûte plantaire, un pied qui ne sert pas à grand-chose malheureusement, avec un important risque de développer des troubles trophiques, parce que tout simplement les chaussures ou les moyens de déplacement pour les patients ne sont plus actualisés. Donc ces patients-là, ils souffrent des plaies sur de plaies sur de plaies tout le restant de leur vie, et malheureusement avec un risque de surinfection importante, de pénétration des muscles, des microbes vers la partie plus profonde, donc ça touche tous les strates de la peau, en passant par le muscle, le tendon, jusqu'à la structure osseuse. Cette théorie moderne dit que tout simplement, chez un patient diabétique qui est atteint de cette maladie, il y a un phénomène d'accélération des résorptions osseuses. Vous avez une accélération de transformation de l'ostéoclaste en ostéoblaste, et vous provoquez un équivalent d'ostéoporose sur l'articulation sur une très courte durée. On sait que le rancule est élevé et que l'ostéoprogestérine, on n'a pas beaucoup d'informations pour elle parce qu'il y a très peu d'études qui ont été pratiquées dans ce domaine. On sait que les traumatismes répétés peuvent introduire et être le facteur déclenchateur de cette maladie, mais on n'a pas la confirmation. Tous nos patients diabétiques qui pratiquent de sport, par exemple, ne font pas de pied de Charcot, ne font pas de la noire-arthropathie de Charcot. Pourtant,
on peut supposer quelqu'un, un sportif qui fait, par exemple un sport mécanique, est candidat à souffrir des traumatismes répétés. On n'arrive vraiment pas à connaître qu'est-ce qui fait que nos patients diabétiques, alors qu'ils ont un diabète comme tous les autres patients, connus à partir à peu près d'une quinzaine d'années, c'est la moyenne de l'apparition de cette maladie, qui touche d'une manière équivalente et les patients diabétiques de type 1 et l'équivalent des patients diabétiques de type 2, développent cette maladie. Alors, on dit qu'il y a une neuropathie, mais tous les patients diabétiques qui ne sont neuropathes, ils ne font pas cette maladie. On dit que tout simplement d'antécédents de fractures, mais on n'a aussi pas réussi à comprendre. On a d'association des facteurs, mais le puzzle n'est pas encore, il nous manque quelques pièces. D'où l'intérêt de ces discussions d'aujourd'hui, que je vais vous présenter le cas de cette patiente, qui est une patiente que nous suivons dans notre service, que d'ailleurs, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation, on a eu son accord écrit pour que je présente son cas. Donc, c'est une patiente qui a 27 ans, qui vit avec un diabète de type 2 depuis environ une vingtaine d'années. De diabète de type 1, pardon. Le diabète de type 1, c'est le diabète où on a zéro sécrétion d'insuline, c'est une maladie auto-immune de pancréas. Elle a été hospitalisée pour une découverte d'une grossesse, pour une grossesse non programmée. La grossesse représente un facteur de motivation pour tous nos patients, nos jeunes patientes, et souvent la prise en charge pour un diabète de type 1 chez les jeunes patientes est parfaite pendant la grossesse parce que l'instinct maternel fait que les patientes augmentent leur adhésion thérapeutique et vous avez tout simplement une meilleure compliance à la thérapie. Cette patiente, quand elle a été hospitalisée, elle avait un diabète très déséquilibré. La moyenne d'hémoglobine glyquée qu'on souhaite chez nos patients diabétiques doit être de 13%. De 7%, entre 7 et 7,5, elle a eu presque le double à 13%. Donc, nous avons fait un examen pour les yeux. On a trouvé qu'il n'y a pas de contre-indication majeure d'équilibrer son diabète. Donc, c'était le but de l'équilibrer rapidement pour que le bébé soit développé au niveau intra-utérin dans les conditions de la normoglycémie souhaitable. Et donc, d'une manière très efficace, nos jeunes internes, nos jeunes chefs de clinique, ils ont réussi à équilibrer le diabète de cette patiente en réduisant son hémoglobine glyquée presque par moitié. C'est une pratique médicale tout à fait justifiée dans le cas de cette patiente, qui a d'ailleurs accouché d'une manière un peu prématurée, d'une belle princesse. Tout va bien par elle. La patiente a eu une grossesse un peu très compliquée, avec beaucoup de nausées, donc elle a fait pratiquement que de l'hôpital pendant toute la période de sa grossesse. Donc nous avons eu la main sur son comportement physique, clinique et thérapeutique. Vers la fin de sa grossesse, la patiente nous a appelé pour une cheville qui est enflée sans aucun traumatisme. Donc, nous n'avons pas pu faire les examens nécessaires, et notamment l'IRM, pour ne pas injecter des produits de contraste pendant la grossesse, mais le diagnostic était tout à fait évident de Pied-Charcot. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'après l'accouchement, alors que son diabète a été vraiment continué d'être contrôlé, a développé le même tableau au niveau de son genou gauche. Donc, c'est le même membre, mais un peu plus haut. Je rappelle que la patiente a pratiquement passé toute sa présence et toute cette période dans notre hôpital. Donc, c'était vraiment quelqu'un qu'on a eu à faire en milieu hospitalier pendant toute cette période. Donc, il n'y a pas eu un manque d'informations sur les circonstances d'apparition de cette double manifestation de Charcot. Et surtout, tout s'est passé dans un contexte d'une absence complète d'artériopathie. Donc, c'est un cas unique qu'on a pu publier. Et puis, si vous voyez sur l'image droite ici, vous avez une destruction complète de l'os qui est plateau-tibial, qui est une des structures osseuses la plus solide dans le corps. C'est celle qui contient tout simplement, qui tient le membre supérieur par sa solidité. Et cette patiente a déformé complètement sa structure osseuse, je vous rappelle, sans aucun traumatisme. Et sur l'image de gauche, on a le tarse qui est effectivement complètement déformé, cassé en plusieurs morceaux, sans aucun traumatisme. Donc, c'était vraiment quelque chose d'inédit. Nous avons pris
Cette patiente en charge, nous avons voulu remonter un peu son historique et comprendre pourquoi a fait ce pied de Charcot. Donc, on s'est référé à la théorie récente de 2008 en disant il y a de traumatisme. Ce n'était pas le cas. D'autres théories, ils ont décrit qu'il y a une hypervascularisation de anomalies vasculaires. Ce n'est pas le cas. D'autres théories disent bah oui, la patiente peut avoir une ostéoporose avant. Ce n'était pas du tout le cas. D'autres théories disent que bah oui, effectivement, peut-être la corticothérapie, on a décelé un taux élevé de la présentation de la neuroarthropathie de Charcot chez les patients qui sont transplantés et qui reçoivent énormément de corticothérapie. Ce n'était pas le cas de patient parce qu'elle a reçu pendant 48 heures pour juste de notions de thyroïdite, donc tout c'est parti très rapidement, donc il n'y a pas eu le temps d'impact sur l'os. Et donc, on a compris que probablement, l'impact vient de la correction rapide de son hyperglycémie, d'ailleurs qu'elle était chronique. Donc, la patiente vivait avec une hyperglycémie chronique pendant des années, et comme nous avons fait notre mission de médecin pour corriger la grossesse, pour corriger la glycémie pendant la grossesse, il y a eu cette baisse rapide de l'hémoglobine glyquée, d'ailleurs, qui provoque chez certains patients des œdèmes au niveau des yeux. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un fond d'œil. Donc, cette patiente, effectivement, le seul élément inhabituel dans sa prise en charge, c'est cette réduction rapide de l'hémoglobine glyquée. D'où de là, l'intérêt de l'étude que nous avons fait juste après ce cas malheureux pour la patiente, malheureusement, nous avons pris tous les patients qui ont présenté un Charcot aigu dans 3 centres universitaires, la Pitié-Salpêtrière, Cochin et Pitié, et nous, où nous avons remonté leur historique de l'hémoglobine glyquée. Donc, l'hémoglobine glyquée, pour nous, c'est le baromètre de l'équilibre de diabète. Et effectivement, on a découvert, c'est une première mondiale, que ces patients, quand on développait leur Charcot, donc à T0, il y a une baisse importante et significative de l'hémoglobine glyquée à 3 mois et à 6 mois. Ça nous a fait penser aux autres complications qui ont été décrites dues à cette correction rapide, dans le cas des rétinopathies ou la neuropathie sensitive, mais c'est la première fois qu'il est décrit sur le Charcot. On a voulu quand même comprendre et relier ça au niveau de le mécanisme principal qui est le rapport rancœur-osteoprogestérine. Et puis, on pense que cette réduction rapide de l'hémoglobine glyquée perturbe ce système. Dans quel sens? Eh bien, très probablement, cette étude que vous la voyez ici en bas nous dit que l'hyperglycémie, quand elle est corrigée d'une manière rapide, fait baisser l'osteoprogestérine. Donc, quand vous avez une baisse de l'osteoprogestérine, le rancule va trouver une voie très libre par lui, parce qu'il n'a plus du tout antagoniste, pour aller maturiser les ostéoblastes en ostéoclastes et tout simplement augmenter la résorption osseuse, induire la pseudo ostéoporose et manifester le Charcot. Ça, c'est la seule étude moyennement récente, mais qui a pu relier la baisse rapide de l'hémoglobine glyquée, mais ce n'était absolument pas du tout dans le contexte de Charcot, c'était juste pour la croissance des patients diabétiques de type A. Mais effectivement, on a pu extraire ça. Donc, le projet que j'aimerais défendre et trouver des partenaires aujourd'hui avec vous, c'est ce projet-là. C'est une étude en vitro qui va tout simplement faire pousser des ostéoclastes qui expriment dans leur présence le rancule ou l'osteoprogestérine dans un milieu de glucose normal, le faire passer très rapidement en hyperglycémie et puis corriger de nouveau en mettant ces ostéoclastes dans un milieu normal. Et notre but, c'est de doser le rancule et l'osteoprogestérine à T0 pendant la période de la correction et après correction, afin qu'on confirme, au moins dans le vitro, parce qu'on a une phase en vivo, mais qui est un peu plus compliquée à mettre en place, mais ça va arriver, corriger et confirmer que vraiment les cellules présentatrices de la rancule et ostéoprogestérine qui jouent sur la résorption osseuse
peuvent être impactés d'une manière directe quand on corrige rapidement l'hémoglobine glyquée. Et donc, dans ce cas-là, dans le cas ici que je vous propose, ça sera la correction de la glycémie, une hyperglycémie. On pourra éventuellement faire une extension de ce projet sur une surexprimation de la rancule au leucoprogestérine en les injectant en plus dans les trois euh, euh, milieux cellulaires, en faisant une surexprimation comme ça existe dans le pied de Charcot. L'intérêt de tout ça, c'est probablement les patientes avec des antirancules. J'ai que 15 minutes de présenter, mais Oui. si vous voulez, si on arrive à présenter, à avoir, on peut probablement proposer pour la première fois le temps qu'il faut mettre en traitement pour cette Charcot pour qu'on n'arrive pas à avoir ces types de pieds. Donc ça, ce n'était pas la patiente en cours, c'est une autre patiente qui a 44 ans. Et je vous remercie pour votre écoute.